Bonjour à toutes et tous. Alors, comment résister par le droit? C'est un vaste sujet, c'est même un sujet qui pourrait être de la philosophie du droit. En tout cas, pour essayer d'être pratique, et puis dans la suite des débats qui ont eu lieu ce matin, et pour essayer d'être un peu concret sur des pistes qui pourraient être données dans le cadre de cette résistance, de cette riposte. Pour moi, il y a d'abord, c'est ce qu'on a fait ce matin, il faut d'abord avoir le même niveau de connaissance, c'est-à-dire être tous d'accord, en tout cas constater toutes et tous que la répression policière, judiciaire et la violence de l'État, elle s'est aggravée là sur les derniers mois avec les Gilets jaunes, mais elle existe. Elle a existé depuis des années et qu'elle fait partie d'un système, qu'elle fait partie c'est des outils qui sont donnés à l'État pour réprimer des populations, pour réprimer politiquement des ennemis et pour faire cesser les mouvements sociaux. On a parlé donc des personnes dans les quartiers, on a parlé des exilés et on parle des manifestants, des activistes écologistes. Et donc du coup, je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour dire voilà, il ne s'agit pas juste d'un moment exceptionnel historique, même si c'est ce qu'on vit. On utilise toujours les mêmes outils pour réprimer toujours des populations qui gênent, qu'on veut écarter, qu'on considère comme ne servant à rien. Et on utilise toujours la même chose, c'est-à-dire la violence de l'État, la violence au travers de la police et la violence au travers de la justice. Donc je pense que ça c'est important de tout le temps en fait le garder en tête et dans nos discours, dans nos luttes, de l'avoir à l'esprit. Ensuite, autre chose sur lequel il me semble important de poser le curseur, c'est qu'il ne faut pas non plus attendre énormément et principalement de la justice. C'est-à-dire que certes, on va être confronté à un moment donné à la justice parce qu'on est poursuivi, parce qu'on est interpellé, parce qu'on est en garde à vue. On peut être confronté à la justice parce qu'on a été victime. Mais à partir du moment où on est confronté à cette justice, on rentre dans l'arène judiciaire avec ses règles, avec son système, avec le corps de magistrats qui va imposer un fonctionnement et qui va imposer ses propres règles. Et on l'a vu ce matin, la justice, alors Laurence Bisson a indiqué que ce n'était pas la justice aux ordres, mais la justice de l'ordre républicain, mais il faut bien avoir en tête que les magistrats ne sont pas indépendants. D'abord, vous avez le procureur qui est hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux, et le garde des Sceaux qui est en lien avec le ministère de l'Intérieur, et ensuite vous avez les magistrats du siège qui sont considérés comme étant indépendants. Or, on le voit de plus en plus en ce moment, mais on l'a déjà vu depuis des années, les juges des libertés de la détention, les magistrats au tribunal correctionnel, la plupart du temps appliquent les demandes du parquet et condamnent fermement. Donc il faut aussi prendre en compte ces éléments-là et prendre en compte le fait que quand vous allez aller porter plainte lorsque vous êtes poursuivi, eh bien il y a cette domination, en tout cas du corps judiciaire sur ce que vous allez vivre. Donc partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut avancer et résister avec ces contraintes-là? Il y a plusieurs moyens, et ça a été notamment dit par Laurent tout à l'heure. Pour moi, je reprends un peu ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut visibiliser et il faut aussi, pour moi, faire front, se former et s'organiser. Par rapport à la communication et ce que j'appellerais le signalement, moi je suis d'avis de continuer à saisir le défenseur des droits, à saisir l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale ou l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. On a été un groupe d'avocats aussi à aller rencontrer l'expert des Nations Unies en charge du droit de réunion pacifique. Toutes ces démarches-là, il ne faut pas en attendre beaucoup, mais je pense qu'elles sont très importantes pour signaler ce qui se passe, pour que l'information soit donnée et pour qu'on puisse recenser tout ce qui se passe. L'IGPN, bien entendu, ne va pas poursuivre les policiers, on l'a vu ce matin, et moi j'ai assisté à plusieurs auditions de l'IGPN en assistant des personnes victimes de violences policières. Il est évident que tous les signalements, la plupart vont être classés, il ne va pas y avoir de suite judiciaire.
Les policiers qui ont auditionné des gilets jaunes blessés nous ont clairement dit ça a été un geste proportionné, nécessaire, légitime, puisque nous étions dans une situation qui justifiait cet ordre, qui justifiait l'usage de cette arme. Donc du coup, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des poursuites de policiers, ce qui est proprement scandaleux, qu'il faut dénoncer, mais en tout cas, je pense qu'il faut renoncer à imaginer qu'il va y avoir des poursuites, mais il est quand même nécessaire, je pense, de signaler, parce que le défenseur des droits va rendre un rapport très prochainement, parce que l'IGPN et l'IGGN sont obligés de rendre des rapports annuellement, et donc du coup, ils vont devoir prendre en compte les différents signalements qui leur sont remontés. Et l'ONU a fait un communiqué, il y a eu des recommandations du Conseil de l'Europe, et donc du coup ça fait partie d'éléments qui nous permettent ensuite de dire voilà, les gens le savaient, ça a été signalé, on a ces éléments-là, et donc du coup de pouvoir s'appuyer dessus. Donc ça fait partie de la communication et du signalement possible lorsqu'on est face à cette violence, à ces violences qui sont récurrentes, soit dans les mouvements sociaux, soit dans les quartiers et à l'encontre des exilés. Et puis après, ce qui me semble important, en tout cas moi ce que j'ai remarqué dans la pratique, c'est que plus on va être formé, plus on va connaître ses droits, plus on va s'organiser en amont et plus on va pouvoir connaître en fait l'ennemi et résister à la machine judiciaire et à la machine policière. C'est-à-dire que sur les ZAD à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, à Bure, dans le cadre des manifestations en amont, parfois aussi dans les quartiers, si vous connaissez vos droits, si vous savez que lorsque vous allez être en garde à vue, ça va durer 24 heures renouvelées 24 heures, que ce n'est pas le policier qui décide, mais c'est le procureur, que vous avez le droit au silence, que vous avez le droit de ne pas donner votre ADN parce qu'il y a la jurisprudence qui indique qu'en effet c'est contraire à la vie privée familiale, que vous savez qu'il y a un avocat derrière et que vous l'avez saisi, que vous savez ensuite que vous n'irez pas forcément en comparution immédiate mais que vous pourrez demander un délai pour vous défendre. Tout ça, ça aide. Ça aide en fait pour pouvoir se défendre, pour pouvoir tenir psychologiquement, pour pouvoir aller plus loin dans cette résistance, et le fait aussi d'être collectif, de faire des actions collectives, ça permet aussi de savoir qu'il y a des camarades dehors, qu'il y a du monde dehors, et que du coup, on va être plus fort et plus forte dans le cadre de ces gardes à vue ou de ces comparutions immédiates. Alors après, il ne me reste plus qu'une minute, mais on pourra revenir. Dernière chose que nous, on a une expérience en tout cas qu'on a menée à Toulouse, on a créé un observatoire des pratiques policières avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France et la Fondation Copernic. Cet observatoire a été mis en place au printemps 2016, donc bien avant les Gilets jaunes, parce qu'à Toulouse, on avait un peu une ville expérimentale en matière de maintien de l'ordre, puisqu'on avait vécu des manifestations après la mort de Rémi Fraisse, et donc un maintien de l'ordre particulièrement sévère, et donc du coup, on avait assisté justement à des dérives déjà dès le début de la gestion des foules et de l'usage des armes et de l'intervention de la BAC dans les manifestations. Et donc on a monté en place cet observatoire. C'est aussi un moyen de rendre compte et d'avoir un travail objectif qui peut aider ensuite pour objectiver, pour montrer qu'il y a en effet des violences, qu'il y a un système par rapport à ce qu'on vit. Et dernier point, désolé je dépasse un peu, mais dernier point, je pense qu'il est important aussi de réfléchir à ne pas seulement porter plainte au pénal contre un policier, individuellement, quand on est victime de violences, mais aussi aller porter plainte contre un système et contre l'État. C'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus sceptique sur le dépôt de plainte auprès du juge d'instruction, parce que comme on l'a vu, eh bien, on enterre les dossiers pendant 4 ans, ça n'aboutit à rien, il y a des non-lieux, il n'y a pas de poursuite, on n'a pas les mêmes armes, et donc du coup, moi je pense qu'il peut être intéressant aussi de creuser les recours en responsabilité contre l'État, pour dire voilà, le fonctionnement de l'État, l'État a commis des fautes, parce qu'il a utilisé ses armes, parce qu'il utilise ses techniques policières d'interpellation, et donc du coup on va essayer d'aller chercher la faute de l'État, et donc du coup en fait un système plutôt qu'un individu qui va agir et qu'on pourra considérer comme étant à la marge, et donc du coup il me semble que c'est beaucoup plus important aussi, en tout cas ça peut être une piste pour riposter et résister. Voilà, merci.
concernant la police sont menées par la police. On l'a vu dans plusieurs situations là, depuis le début des Gilets jaunes et puis de toute façon concernant beaucoup de dossiers. Pour enquêter sur la mort de Rémi Fraisse, c'est des gendarmes qui ont enquêté sur les gendarmes. Voilà, pour Adama Traoré, c'est pareil, c'est la police qui enquête sur la police. Et donc, bien entendu, l'IGPN n'est pas indépendante et c'est une difficulté, une anomalie et un gros problème en effet dans notre fonctionnement institutionnel. Alors, moi, je fais partie d'une association des avocats européens et on discute justement à, pourquoi pas, aider à la rédaction d'une directive, parce que c'est aussi un problème dans plusieurs pays. Et donc il faudrait d'ailleurs profiter de cette campagne européenne pour évoquer ce problème-là, parce qu'il y a le problème du contrôle de la police, mais il y a aussi le problème de l'identification de la police, puisque de plus en plus les policiers ne montrent pas leur matricule, ne sont pas identifiés. Et moi j'ai vu dans plusieurs procédures Gilets jaunes depuis plusieurs mois, des policiers qui disent TK700 a interpellé monsieur machin. Et donc du coup, ils ne veulent même plus être identifiés dans les procédures, alors que normalement, on n'est pas identifié dans des circonstances très particulières, parce qu'on a demandé une autorisation au procureur, et souvent dans des dossiers antiterroristes qui sont très compliqués, et dans lesquels les policiers veulent ne pas être identifiés. Or là, en fait, ça se généralise. Donc il faudrait en effet faire le focus sur ce point-là. Ensuite, par rapport à la responsabilité, en effet, contre l'État, en effet, bien entendu, c'est pas une solution idéale, surtout qu'on va demander, en général, ça passe par un recours indemnitaire, donc on va demander des sous à l'État, et bien entendu, c'est nous qui allons payer. Donc il ne s'agit pas de considérer que c'est une procédure idéale. Elle a été utilisée beaucoup dans le cadre du système pénitentiaire, et ça a marché sur les conditions en fait, de détention dans certaines maisons d'arrêt. Donc l'idée, c'est quel est notre objectif ? Pour moi, quand une personne vient et me dit « je suis victime d'un tir de LBD, je suis victime d'une grenade de désencerclement », pour moi l'objectif, est-ce que c'est d'aller poursuivre un individu pour qu'il aille en prison, ou est-ce que c'est désarmer la police et dissoudre par exemple la BAC ? Donc du coup, l'objectif, si cet objectif c'est ça, c'est qu'il faut aller chercher l'État en fait. C'est l'État qui arme la police, c'est l'État qui va donner les ordres. Bien entendu que là, depuis le début des manifestations, et à Notre-Dame, à Sivins, à Bure, c'est l'État qui a donné les ordres d'utiliser les armes. Et donc du coup, l'idée, c'est d'aller chercher ça, et un peu comme on est face à un mur, de casser le mur et de se dire à un moment donné, ils seront obligés de changer le fonctionnement et peut-être d'enlever les armes. Alors, c'est utopique, mais quand on se bat et qu'on résiste, on essaye de trouver des pistes et on s'accroche aussi à des utopies. Donc je pense que moi, en tout cas, je suis plus à l'aise avec ça. Peut-être que d'autres personnes, je suis plus à l'aise avec le fait d'aller chercher la responsabilité de l'État plutôt que d'aller mettre en prison un individu. Certes, il faut aller prouver la vérité sur ce qui s'est passé, mais à un moment donné, quel est notre objectif ? En fait, moi je suis d'accord avec vous. Après, là, c'est riposté par le droit, je suis avocate, donc forcément je vous fais une réponse de juriste, mais préalablement, bien entendu, je vous ai expliqué qu'à partir du moment où on était confronté à la justice, on rentrait, bien entendu, dans un système et dans des normes sociales, et on pourrait discuter du triptyque armes, police, prison, et discuter des textes d'Angela Davis là-dessus. Bien entendu que on est victime en fait de cette répression qui n'a comme but que de permettre aux dominants de rester au pouvoir, et que les luttes, elles doivent bien entendu se converger pour se battre contre le capitalisme et les injustices sociales et écologiques. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, on est, et c'est comme dit madame, on est confronté, et donc du coup on doit être efficace pour ne pas justement perdre d'énergie et de temps avec ce système-là, d'où le fait que moi je suis assez favorable à dire ok, signalez les violences, mais ne perdez pas de temps non plus avec le système judiciaire où on va perdre 4 ans, 5 ans, 6 ans plus avec une machine qui broie. Et voilà, on a vu les témoignages de ce matin, témoignages de Traoré qui broie des gens et qui détruit des individus et des familles. Et donc du coup, pour moi, un des moyens les plus efficaces, en tout cas ce que j'ai vu sur le terrain, c'est de pouvoir connaître ses droits en amont, de se former pour savoir à quoi on va s'attendre, et pour pouvoir tout de suite en fait balayer ce problème-là, parce qu'on va savoir comment y faire face.
Et donc du coup, ne pas voilà, être pris. Et quand on intervient, nous, les avocats en garde à vue, on n'a pas beaucoup de pouvoir en fait. On vient, on ne connaît pas le dossier, il y a la machine policière qui se met en branle et on vient juste là pour dire voilà quels sont tes droits, ne parle pas, voilà ce qui va se passer et pour soutenir, bien entendu, juridiquement et psychologiquement parce que c'est difficile de tenir 48 heures sans parler. Mais après, la plupart, en tout cas, beaucoup sont sortis parce que justement, elles avaient eu cet appui, elles savaient qu'il allait avoir maximum 48 heures et donc du coup elles n'ont pas parlé, elles ont pu tenir et à ce moment-là elles passent à autre chose. Donc moi pour l'instant je vois qu'une de ces solutions c'est justement de préparer et de savoir à quoi s'attendre et en effet de ne pas se faire, de pas prendre notre énergie là-dedans. Et d'ailleurs on l'a vu dans les recours qui ont été menés par différents syndicats, la Ligue des droits de l'homme, CGT, justement pour demander à l'interdiction des LBD, l'interdiction des grenades. Bien entendu, le Conseil d'État a repris l'argumentaire du ministère de l'Intérieur en disant eh bien, écoutez, finalement, il n'y a pas tant de blessés que ça, ils accomplissent une opération de maintien de l'ordre, ils n'ont pas l'intention de blesser, donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc bien entendu, qu'il y a cette difficulté-là, et que bien entendu, on est face à un tribunal administratif, et donc du coup, qui va prendre en compte les contraintes de l'administration. Mais voilà, je pense c'est une piste quand même à explorer. Après, on a le tribunal de grande instance. Moi, je vais expérimenter avec certains confrères et consoeurs des recours, parce que moi, je veux sortir du pénal, parce que le pénal, c'est le parquet qui a la main mise, et donc du coup, on est aussi dans la collusion entre le parquet, le préfet, de plus en plus, comme l'a rappelé Vanessa Kodachoni et Laurence Bisson ce matin, mais aussi, on le voit quotidiennement avec le garde des Sceaux qui débarque dans les couloirs du service de traitement direct et qui donne des directives, et le ministère de l'Intérieur qui n'arrête pas de prendre la parole, donc il y a aussi une collusion dans le pouvoir judiciaire. Donc du coup, l'idée c'est de sortir du pénal, et pourquoi pas voir au niveau civil, si du fait de demander réparation pour des blessures ou des préjudices physiques ou moraux, est-ce qu'on peut faire une jurisprudence, voilà, bon, de toute façon c'est des pistes bien entendu qui ne sont pas satisfaisantes et on pourrait explorer au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, au niveau de la Cour de justice, au niveau de l'ONU, Conseil de l'Europe, d'autres pistes, mais bien entendu qu'on est un peu limité en fait dans nos outils pour pouvoir aboutir en fait en effet à ce que le système change. C'est sûr qu'on ne va pas comme vous l'indiquez, c'est pas avec les juges et le droit qu'on va changer les choses, sinon on l'aurait déjà fait. Voilà.